Coup de maître ou flatterie des Européens. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a appelé Donald Trump Daddy, papa en français, et la Maison-Blanche l'utilise désormais pour sa communication personnelle. Général Yakovlev, bonsoir. Bonsoir Margot. Vous venez de voir cette séquence. Est-ce que Mark Rutte a eu tort? Alors, oui, il a eu tort, mais il n'est pas le seul. Je veux dire par là qu'il est le secrétaire général de l'OTAN, donc c'est pas tellement son opinion personnelle qui compte. Il représente les autres. Alors, il vient d'une culture, la culture néerlandaise, je le sais pour l'avoir fréquenté de l'intérieur dans le cadre de l'OTAN. Le mode par défaut, c'est les Américains ont raison. Donc, ils n'ont pas attendu Trump pour penser comme ça. Mais d'une façon générale, les Américains ont raison, point. Et les Français, par exemple, on était... je cherchais un mot plus poli que fouteur de merde, mais on était les perturbateurs, voilà. Donc les Français sont des perturbateurs, donc à chaque fois ça gêne, il faudrait se calmer, etc. Donc il a été Premier ministre pendant 14 ans. Il vient de cette culture politique, stratégique. Les Néerlandais ne sont pas les seuls en Europe. Il y a beaucoup de pays européens pour lesquels le mode par défaut, c'est les Américains ont raison. Vous voulez dire qu'ils s'accordent sur un principe de réalité? Oui, c'est un principe de réalité. Je trouve que ce n'est pas forcément un principe de réalité, au sens le réalisme voudrait peut-être que nous soyons plus affirmatifs dans notre rôle et dans notre identité. Mais dans le sens où l'OTAN ne fonctionne pas sans les États-Unis, à l'heure actuelle. Alors, l'OTAN ne fonctionne pas sans les États-Unis, mais la puissance américaine ne s'explique pas sans l'OTAN. Quoi qu'en pense Trump. La puissance américaine, elle a besoin de la puissance des alliés. Nous sommes le premier marché du monde. Nous sommes le premier marché d'armement pour les Américains. Nous sommes la première base américaine du monde. Leur force de projection, en dehors des B-2 qui peuvent voler partout, pour tout le reste, s'ils veulent déployer des Marines, ça viendra de la mer et ils ne pourront pas passer... Enfin, ils ont besoin de nous. La défense antimissile balistique des États-Unis, elle est en place. Elle est en Europe. Et si jamais les Américains interceptaient des missiles iraniens, à l'heure actuelle, la seule hypothèse, c'est l'Iran, les débris retomberaient sur l'Europe, au lieu de retomber sur les États-Unis. Donc, le problème de ce que montre le secrétaire général Rutte, en dehors du fait que, moralement, je trouve l'attitude, la tonalité particulièrement déplaisante et méprisante pour nous, il nous infantilise, il croit séduire Trump, il lui brosse les chaussures, si j'ose dire, et ça marche avec Trump. Trump est parti content. Il est parti content, mais Trump est quelqu'un de capricieux et il peut être mécontent demain. Donc c'est pas la dose de cirage qu'on lui mettra sur les chaussures qui assurera la tranquillité de l'OTAN. Donc moi je trouve ça regrettable et déplorable. Voilà. À court terme, si Trump est content. Mais fondamentalement, l'Amérique, elle a toujours été prééminente à l'OTAN, et pour des raisons objectives. Bien sûr, je suis français, je ne vais pas contester la prééminence de l'OTAN. C'est pas la même chose que la suprématie de l'Amérique. Là, ce que Trump veut, c'est le reste de l'OTAN être aux ordres. Et la force de l'alliance était à distinguer d'une alliance qui aurait été dirigée par la Chine ou la Russie. C'était une alliance où tous les membres sont égaux en droit. Alors, ils ne sont pas égaux dans les faits, quand on est réaliste. Mais c'est une alliance d'égaux. Alors, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Voilà. Et là, il est en train de réinventer une relation interne à l'OTAN qui est la même que le pacte de Varsovie, en fait. La même que l'Union soviétique avec la Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est. C'est ça que Trump est en train de faire à l'OTAN. C'est pas dans l'intérêt de l'OTAN dans son ensemble, ni des États-Unis, ni d'une autre. Bon, les territoires européens ne sont pas encore annexés, Général Yakovlev. Mais dans son esprit, il est dans un mode « je donne des ordres et les gens exécutent ».
l'alliance, c'est pas ça. Voilà. Sujet très important qu'on abordera demain pour une interview en direct du Quai d'Orsay avec Jean-Noël Barrot. Nous serons en direct avec le ministre des Affaires étrangères pour évoquer tous ces sujets demain soir. Ils ont évoqué tout de même une décision importante. Et vous allez me dire si vous y croyez vraiment. Cette décision des 5%, 3,5% dans le domaine militaire, 1,5% sur les infrastructures, décision qui a été notée dans le communiqué. Est-ce que vous pensez réellement que d'ici à 2035, les pays européens, les pays membres de l'OTAN également, vont y arriver? Alors, je n'y crois pas, mais dans le contexte actuel, c'est pas forcément une mauvaise décision. Pendant la guerre froide, on était largement dans ces chiffres-là. Des pays comme la France et l'Allemagne, on était dans ces chiffres-là de PIB. Mais certains pays, là on parle d'une décision pour l'intégralité de l'OTAN. C'était tous les pays de l'OTAN qui étaient à ces chiffres-là, et d'ailleurs les pays du pacte de Varsovie. Si on demande aux Hongrois quel effort ils faisaient du temps où ils étaient occupés par l'Union soviétique, on se rendra compte qu'ils s'en tirent bien aujourd'hui avec l'OTAN. Donc, dans l'absolu, tant qu'il restera une menace russe, on a intérêt à s'équiper, à s'armer, à recréer un outil de défense, une industrie de défense. Et pour ça, alors, est-ce que le bon chiffre est 3,5% ou 2,8 ou 4,2, je ne sais pas, on s'en tape un peu. Mais c'est clairement un effort de défense supérieur à celui que nous faisons maintenant. Maintenant, pendant 20 ans, pendant en gros tout le temps de l'après-guerre froide, le mantra des Américains, c'était 2%. Et régulièrement, rituellement, on disait oui, 2%. Et on n'y arrivait pas. On est arrivé à 2% cette année. Cette année, alors que c'était demandé depuis 2006. Oui, parce que c'est pas parce que les Américains le demandent, c'est parce qu'il y a comme une inquiétude générale qui monte en Europe et que ça a et du coup, voilà. Et donc Trump surfe sur cette vague en disant depuis que je suis arrivé, ça y est, c'est 2%. En réalité, la seule chose qui pousse les 2%, c'est la vraie menace ressurgie à nos frontières. La prise de conscience qu'à force de désarmer, voilà quoi. Et indépendamment de ça, de garder Trump dans l'OTAN. Donc il faut lui donner des raisons vis-à-vis de sa base d'être content. Est-ce que c'est le cas pour tous les pays, Général Yakovlev? L'Espagne dit clairement, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à ces 3,5%, ni même à 5%. Et Donald Trump n'entend pas se laisser faire. Regardez ce qu'il dit. Je trouve l'Espagne terrible. Ce qu'elle a fait, je trouve ça terrible. C'est le seul pays qui ne veut pas payer la totalité. Ils veulent rester à 2%. Je trouve ça terrible. Et vous savez, ils se portent très bien. L'économie va très bien et elle pourrait être complètement détruite si quelque chose de grave se produisait. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'opinion publique, Général Yakovlev? C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ne considèrent pas être dans une atmosphère d'avant-guerre, tout simplement. Oui, et à la différence de Trump, on est en démocratie. Donc le gouvernement Les États-Unis espagnol... sont toujours une démocratie, aux dernières nouvelles. Il y a encore la Cour suprême. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, c'est quand tout le monde est aux ordres, que le Sénat ne fait pas son boulot de faire respecter ses propres lois. Bon, bref. Sur l'Espagne, donc je suis pas juge de la politique intérieure espagnole. Les Espagnols se posent la même question que nous tous, à savoir, il y a un moment où la défense dont nous avons besoin va remettre en cause le modèle social sur lequel nous nous appuyons depuis 40 ans. La vérité des prix, c'est que si en France on allait à 3,5% d'équipement militaire et tout, il y aurait des conséquences sur notre modèle social. Les retraites, le chômage, etc., etc. Donc dans quelle mesure un chef de gouvernement veut-il se suicider aujourd'hui ? Et donc dans quelle mesure la nécessité du réarmement est-elle perçue par la population ? Bon, le Madrid fait ses choix. Maintenant, quand Trump joue le matamor face aux Espagnols, il se trouve qu'il y a deux bases en Espagne qui sont très importantes pour le dispositif américain. Donc, à la limite, si jamais il les menace de tas de problèmes, il ira baser ses ravitailleurs ailleurs et ça sera peut-être compliqué. Par exemple, pour faire des frappes comme il a fait. Vous pensez que les Espagnols auraient le courage de dire stop ?
Ça dépend si Trump, comment Trump les traite. Si c'est une guerre commerciale, par exemple, puisque c'est ça qu'il a l'air de mettre sur la table. Oui, là encore, je ne suis pas à la place du gouvernement espagnol. Et dans quelle mesure peuvent-ils se permettre une guerre, entre guillemets, commerciale vis-à-vis des États-Unis? Je ne sais pas dans quelle mesure leur économie espagnole dépend des États-Unis, soit dit en passant. Quand on dit guerre commerciale, nous avons une guerre commerciale avec les États-Unis. Nous, dans quelle mesure le commerce français dépend-il des États-Unis? Pour le Bordeaux, le cognac, l'aéronautique, oui. Les médicaments, enfin la pharmacologie dans une certaine mesure, mais ce n'est pas la totalité de l'économie française. Donc voilà, les Espagnols font leur choix, il faudrait quand même que Trump les respecte un peu. Mais il y a une volonté assez claire, Général Yakovlev, avec en tête la France, et de pousser les Européens à acheter européen. Écoutez. Parce que nous allons dédier une part croissante de notre richesse nationale dans les efforts de défense. Il faut que ça permette de créer de l'emploi, il faut que ça permette d'avoir un retour en termes d'industrie dans nos pays. La France a ce modèle historiquement, d'autres l'ont moins. Parfois, quand on achète des programmes ou des équipements qui sont américains, quand on a des désaccords géopolitiques, on est dépendant de leur autorisation ou pas. Avoir des programmes européens, ça nous permet d'être libre de ces règles. Mais dans les faits, est-ce que ça marche, Général Yakovlev? Pourtant, on sent bien une réticence. Même le Royaume-Uni qui disait « on va se reprocher des Français pour la dissuasion nucléaire, rachète des F-35 ». C'est le cas également d'une annonce du côté de l'Estonie qui dit, elle, être prête à accueillir des avions de chasse américains dotés de capacités nucléaires ce soir. Peut-on réellement se détacher des Américains et avoir un modèle européen qui fonctionne? Mais Trump nous y pousse et il va y arriver. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, il y a une domination américaine sur le marché de l'armement en Europe. En gros, les seuls qui tiennent tête, c'est les Français. Alors, il y a MBDA, les missiles, c'est un multinational. Mais progressivement, on va comprendre que nous devrions comprendre, les Européens, qu'on est capable de produire chez nous et de faire tourner nos propres usines. Et je vais prendre un exemple, le F-35. A été conçu comme un programme multinational, piloté par les Américains, mais intégrant entre autres les Néerlandais, les Anglais, voilà. Et à l'époque, dans le deal, il y avait 2 moteurs possibles sur le F-35, le moteur de Rolls-Royce et le moteur américain de General Electric de mémoire. Et donc les Anglais avaient un vrai avantage à être dans le programme F-35 parce qu'ils espéraient vendre des moteurs. Bon, et puis unilatéralement, il y a 8 ans de ça, je crois, les Américains ont dit « Ah, finalement, il n'y aura qu'un seul moteur, c'est le moteur américain ». Et Rolls-Royce se sont retrouvés comme des cons avec leur moteur. Que du coup, maintenant, ils essaient de fourguer aux Coréens sur leur programme, de telle sorte qu'il y a un moteur, que les Coréens puissent exporter leur propre avion sans demander aux Américains, ce qui est un autre sujet. Donc, nous devons absolument pousser une industrie, une préférence européenne dans nos industries. Beaucoup de nos matériels sont supérieurs à ceux des Américains. C'est vrai d'un certain nombre de missiles, c'est vrai de l'artillerie, c'est vrai des chars. Pour nos bateaux, on se débrouille au moins aussi bien que les Américains. On les produit plus vite et moins cher qu'eux. Pour les avions, le F-35 est une catastrophe programmatique. Même, il a un taux de disponibilité qui est à pleurer. C'est un avion tellement furtif qu'ils n'arrivent pas à le faire décoller, tellement il y a de problèmes de maintenance dessus. Donc on a des vrais arguments en Europe. Mais il faut que nos amis et alliés européens arrêtent cet acte réflexe d'acheter américain. Parce qu'il faudrait aussi déconstruire tout leur modèle militaire d'une certaine manière. Pas certains forcément. pays. Pas forcément, non. Quand vous achetez un avion, aujourd'hui les Portugais qui étaient partis sur le F-35 se demandent s'ils ne vont pas acheter le Rafale, comme ils ne l'ont pas encore acheté. La question est ouverte. Avec une homogénéisation de la flotte possible? Oui, est-ce que c'est pas un vrai débat, parce que même les F-35, les uns et les autres auront des modèles un peu différents et avec des moyens différents. Donc c'est ça, le débat technique n'est pas si important. Mais les Américains, faut bien que le public sache que les Américains, quand ils font des deals, sont des gros coquins. Ils ont vendu le F-35 à la Suisse avec soi-disant un prix garanti de, je crois, 5 ou 6 milliards de francs suisses. Prix garanti. Viola Amherd, qui était la ministre de la Défense à l'époque, avait dit c'est un prix fixe, c'est un forfait, ça ne bougera pas.
Sauf que aujourd'hui, les Américains leur disent « Ah, on a oublié de vous lire, au lieu de 5 milliards, lire 6,5 ». Parce que le moteur, faut participer aux frais de développement du nouveau moteur. Puisqu'on vous les livre à partir de 2029, ça sera avec le nouveau moteur. Donc il faut payer les frais de développement du nouveau moteur. Et puis on a oublié de vous dire qu'il y a etc., etc. Donc le prix fixe, et là maintenant les Suisses découvrent que dans le contrat, il n'y a pas de prix fixe. Donc ça, c'est les méthodes américaines. Au moins, quand Dassault vend du Rafale, ben, il y a un prix, puis ils vendent le Rafale, quoi. Se détacher des Américains, surtout que Donald Trump ne pense pas que tout le monde ait la même définition de l'article 5 de l'OTAN sur la défense mutuelle. Écoutez. En ce qui concerne l'article 5, quand je suis arrivé ici, je suis venu parce que c'était une obligation. Mais je repars avec un état d'esprit différent. Ce sont des gens qui veulent protéger leur pays. Ils ont besoin des États-Unis pour ce faire, et sans les États-Unis, ce ne sera pas la même chose. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'il n'a pas raison d'une Non, là, il a tout à fait raison. C'est d'ailleurs la première fois, je suis frappé par ça, que Trump dit qu'il a fait quelque chose par obligation. Ça a dû lui arracher la langue de dire ça. Bon, bref, que Trump ait fait quelque chose par obligation, je suis estomaqué. Bon, bref, alors... Il a raison, bien sûr qu'il a raison. Nous avons besoin des États-Unis. Mais Trump croit que c'est unilatéral, que dans sa grande générosité, l'Amérique... Non, l'Amérique a besoin de nous, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est du win-win, tous les deux. Et voilà. Alors, quand on est entre guillemets, un petit pays comme l'Estonie, on a beaucoup besoin de l'Amérique. Soit dit en passant, leur truc avec... j'aime beaucoup les Estoniens, hein, mais dire qu'il nous faut des avions américains avec la capacité nucléaire se poser en Estonie, ça veut dire qu'on ne comprend rien au nucléaire, il ne comprend rien à la gesticulation nucléaire, et on ne fera pas décoller un avion nucléaire d'une base qui est à vue de 4 radars russes, là, au décollage. Donc, non. En parlant de la Russie, dans le communiqué commun de l'OTAN, il déclare que la Russie est considérée comme une menace. Mais Poutine, figurez-vous qu'il ne veut pas mettre Donald Trump dans le même panier que ses alliés de l'OTAN. Écoutez. J'ai beaucoup de respect pour l'actuel président des États-Unis. Il a emprunté un chemin très difficile, complexe et peu sûr pour revenir au pouvoir et à la Maison-Blanche. Nous le savons tous, y compris le fait qu'il a survécu à une tentative d'assassinat. C'est un homme courageux, cela ne fait aucun doute. Ce qu'il fait à l'intérieur du pays, ce qu'il fait dans le domaine, par exemple, de la situation au Moyen-Orient et ses efforts pour résoudre la crise ukrainienne, nous apprécions bien sûr beaucoup tout cela. Je crois que le président Trump s'efforce sincèrement de résoudre la question sur la voie ukrainienne. Il fait quoi là, Poutine? Ah, mais il dit la vérité. C'est-à-dire? Effectivement, Trump travaille pour lui. C'est la vérité objective. Donc oui. Ça n'a jamais été avéré dans les faits. Il y a des services de renseignement qui l'ont dit. Non. Il y a les explications de serait-il, etc. Et puis il y a les faits. La politique de Trump est clairement à l'avantage de Poutine. Ça, ce sont des faits. Vous voulez dire que c'est une politique pro-russe, d'une certaine manière? Oui. Mais pourtant, il n'a pas encore acté une défaite de l'Ukraine. Il n'a pas demandé encore à l'OTAN de rendre les territoires, de garder les territoires occupés à la Russie. Enfin, il y a tout de même une prise de position qui n'est pas nette encore de la part de Donald Trump. Oui, il n'ose pas aller au bout de sa logique, mais quand on voit tout le mal qu'il a fait à l'Ukraine depuis qu'il a été élu, pas depuis qu'il est devenu président. En novembre, Poutine s'est dit, ça y est, c'est bon, on a gagné. Parce qu'à partir de novembre... Mais pourquoi il ne va pas au bout de sa logique, justement? Vous le dites, il ne va pas au bout de sa logique. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a peur de casser la baraque, parce que c'est vrai que si jamais... il est quand même allé très loin. Il est quand même allé très loin pour livrer l'Ukraine sur un plateau à Poutine. Et c'est quand... La vraie raison de pourquoi ça ne s'est pas passé, c'est parce que le cave se rebiffe. Les Ukrainiens ont dit non. On ne va pas se suicider pour faire plaisir à Donald Trump. On ne va pas accepter la dénazification toujours proposée maintenant.
par Poutine. Donc c'est l'Ukraine qui tient tête à Trump, et du coup, Trump, il est bien embêté, parce que l'accord de paix qu'il devait avoir en 24 heures, ça fait, je ne sais pas moi, mais ça fait un certain temps. Est-ce que Trump ne peut pas aussi perdre la face en lâchant l'Ukraine, face aux Chinois par exemple, qu'il considère comme un véritable opposant, contrairement à d'autres pays sur la scène internationale? Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose en rapport avec l'ego, avec l'image, qui ferait que Trump n'abandonnerait pas non plus totalement l'Ukraine? Quand il a été élu, c'était l'espoir que j'avais, au sens que ils se disent c'est pas un bon calcul stratégique, si je lâche l'Ukraine, ça va donner un mauvais exemple et ça va encourager la Chine, entre autres, etc., etc. Puis vis-à-vis des alliés, ainsi de suite. C'était mon espoir. À l'heure actuelle, il a lâché l'Ukraine. Ils ont arrêté les fournitures d'armes et de munitions depuis 6 mois. Il a arrêté de donner de l'argent. Il a lâché l'Ukraine. Et même pour le renseignement, il y a un vrai débat de combien de renseignements donne-t-il aujourd'hui. Donc Trump a lâché l'Ukraine. Et il a insulté son président en direct, et puis, etc., etc. Et pourtant, regardez ce qu'il dit à une journaliste ukrainienne qui était présente à l'OTAN sur l'aide américaine. Regardez. Ils veulent des missiles antimissiles, ok, comme ils les appellent, les Patriotes. Et nous allons voir si nous pouvons en mettre à leur disposition. Vous savez, ils sont très difficiles à obtenir. Nous en avons également besoin. On en donne à Israël. Ils sont très efficaces à 100%. C'est à peine croyable. Et c'est ce qu'ils veulent, plus que toute autre chose, comme vous le savez probablement. Alors, pas de nouvelle aide américaine depuis Joe Biden, c'est très clair. Mais là, il n'exclut rien d'une certaine manière. Oui, alors là, il a un vrai problème, c'est qu'il leur manque des missiles aux Américains. Parce que... Vous voulez dire qu'ils n'ont plus de stock? Non. Ils ont beaucoup donné à l'Ukraine en disant on ne peut pas en donner plus parce que quand même on doit en garder au cas où. Et puis ils en ont donné beaucoup à Israël et ils se préparent à en dépenser beaucoup pour Israël, on ne sait jamais. C'est pas complètement fini, le sketch iranien. Pas forcément. Et ils ont passé l'année dernière des contrats pour en acheter je ne sais plus combien de centaines ou de milliers, et le constructeur a dit « je les livrerai à partir de 2027 ». Donc en réalité, là, on n'est pas seulement dans un choix de Trump, on est dans une impossibilité technique, industrielle. Il leur reste encore beaucoup de missiles, mais le tuyau à missiles, il n'a pas encore été réactivé en réalité. D'un point de vue des troupes, on apprend ce soir qu'il y aurait l'arrivée d'un nouveau contingent nord-coréen sur le territoire russe. Est-ce que là, Trump peut y voir une provocation de la part de Vladimir Poutine? Jusqu'à présent, il n'a rien dit. Jusqu'à présent, ça ne l'a pas chagriné plus que ça. Donc peut-être que ça va l'énerver cette fois-ci. Mais à la limite, je serais à la place de Poutine, je dirais pourquoi il s'énerve maintenant? Jusque-là, on lui disait, mais il y a quand même des Nord-Coréens. Les histoires de co-belligérance et tout, bizarrement, quand c'est des Nord-Coréens ou même des Chinois, c'est pas un problème de co-belligérance, tiens. Ça l'a pas chagriné. À la limite, s'il lui reste des patriotes à donner, et s'il avait un soupçon de tactique, il dirait, je vais donner des patriotes parce qu'il y a des Nord-Coréens. Et ça montrerait qu'il y a un prix à Poutine. Mais a priori, ça ne lui vient pas à l'esprit. Est-ce que Kiev peut tenir seul sur la durée? Ils disent toujours qu'ils souhaitent aller jusqu'à la Crimée. Est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Ont-ils raison? On avait vu ce dynamitage d'une partie du pont de Kerch il y a 3 semaines. Ils peuvent encore toucher des intérêts en Crimée. Est-ce que là, il y a un espoir d'un point de vue militaire, ou vous pensez que ce sont des coups par coups? Je pense qu'il n'y a aucun espoir pour personne que l'Ukraine, dans l'état actuel des choses et l'état prévisible des choses, puisse de vive force, face à la Russie, reprendre la Crimée ou le Donbass. Ça, je suppose qu'il n'y a quand même pas un Ukrainien qui y croit. La question sera différente si ou quand le régime Poutine s'effondre. Ce jour-là, ça va rouvrir pas mal de choses. Mais pour l'instant, on en est loin. Mais pour l'instant, alors, est-ce qu'on en est loin? Je ne suis pas sûr. Mais on n'y est pas. Voilà. Et en attendant, le front, il y a toujours une pression russe, un grignotage russe. Le grignotage russe est épouvantablement lent et consommateur d'hommes, d'où tout l'intérêt d'avoir des Nord-Coréens qui arrivent.
Mais ça ne change rien au visage de la guerre. Donc la guerre, elle va durer, comme le disait le ministre Védrine tout à l'heure, telle qu'elle est là, on est parti pour longtemps, je pense. Vous pensez à un gel? Vous pensez à quoi? Poutine, tant qu'il aura des hommes à jeter dans la fournaise, il va continuer à mettre la pression. Il n'en a rien à foutre de sa jeunesse, ou de sa vieillesse d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'anciens là-dedans. Donc la pression va continuer. Les Russes, s'il y a un gel, s'ils acceptent le gel, ils chercheront à en faire un prix politique. Pas simplement, on se calme. Et donc un gel comme ça, sans geste politique derrière, je n'y crois pas du côté des Russes, parce qu'ils voudront maximiser, ils voudront obtenir un avantage quand même, et pas non plus du côté des Ukrainiens, parce que pour l'instant, ils font que répondre à la pression russe. Donc voilà. En tout cas, reconquérir la Crimée dans le contexte actuel, non. La menace russe, elle s'exerce également autour des pays de l'OTAN, dans la mer Baltique. Repenser la guerre, on l'a vu avec l'ingéniosité des Ukrainiens qui a fait bouger les lignes. Et l'OTAN vient d'achever une expérimentation d'1 mois, Baltic Sentry, durant laquelle des drones de surface ont été mobilisés pour surveiller la mer Baltique face aux menaces russes. On le voit, ces images sur l'écran. Pour l'OTAN, c'est une révolution conceptuelle. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Pourquoi ? On se met progressivement à la page du combat maritime moderne. Voilà. Donc une révolution conceptuelle. Quand même, à l'OTAN, ça fait des années que j'ai vu des très bons documents sur la robotisation, sur les drones maritimes. Voilà. Alors les Ukrainiens ont donné un coup de booster. Et ils ont inventé des nouvelles choses. Et puis ils ont multiplié les expérimentations. Donc aujourd'hui, le savoir-faire, il est en Ukraine. Et d'ailleurs, ça m'amène très rapidement sur tout à fait autre chose, c'est que le jour où nos forces occidentales, Europe occidentale, seraient stationnées en Ukraine, on serait à l'école de la guerre moderne, comme personne d'autre n'est à l'école de la guerre moderne. Et en quelques années de rotation de nos soldats et d'apprendre avec les Ukrainiens comment ils font les drones, comment ils font la logistique de masse, comment ils gèrent les drones, l'artillerie, le multicouche, etc., etc., c'est nous qui atteindrons la compétence, c'est ceux qui fourniront des contingents en Ukraine qui par contagion, acquerront la compétence à venir. Et les Américains qui ont refusé d'y aller, dans 5 ans, on leur dira « vous êtes derrière nous ». Sébastien Lecornu l'avait dit également qu'il y aurait un partenariat entre Renault et les Ukrainiens pour développer les drones, par exemple. Oui. Alors les Allemands sont déjà très présents en Ukraine. Et l'Ukraine aujourd'hui fabrique à peu près 50% de ses besoins. Avec Rheinmetall notamment. Ah oui. Et donc non seulement c'est un marché, mais c'est une compétence de l'Ukraine. Et ils sont en train de créer un tissu industriel, de recréer un tissu industriel que nous avons laissé partir. Le sommet de l'OTAN, monopolisé par l'opération de Donald Trump en Iran, il dit ce soir qu'il a évité au guide suprême une mort atroce. Est-ce que, au vu des déclarations des différentes instances officielles, est-ce que les Israéliens et les Américains ont réellement gagné du temps, selon vous ? Je suppose que sur le programme nucléaire, oui, ils ont gagné du temps. Bon, oui, quand même. Je dirais, forcément, il y a une déstabilisation profonde. Alors, combien de temps, je ne sais pas. On verra. En revanche, avoir découragé l'Iran de poursuivre dans la voie nucléaire, là, j'ai un gros doute. Et je pense que c'est exactement l'inverse. Vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire qu'ils peuvent aller jusqu'à sortir du traité de non-prolifération ? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il leur apporte, le traité de non-prolifération, aux Iraniens ? Ce serait peut-être suicidaire. Pourquoi ? Ils sont étouffés. Alors, c'est pas pour dire que je suis d'accord. Ils sont déjà étouffés. On est allé, c'est Trump lui-même qui dit le maximum de sanctions. On est allé au maximum de sanctions contre l'Iran. Ils ont le droit de sortir du TNP. En réalité, Trump, tous les traités qui ont été passés par ses prédécesseurs, il les a massacrés. Même l'OTAN, il a menacé de sortir du traité de Washington. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas quelqu'un qui traite les traités comme du papier toilette qui va faire la leçon aux Iraniens de ne pas respecter le TNP. Le JCPOA, c'est les Américains qui l'ont flingué, c'est pas les Iraniens. Les Iraniens l'ont respecté pendant plusieurs années, jusqu'à présent. Donc, je suis pas en train de dire que les Iraniens ont raison, ils devraient le faire, et puis je suis pas à leur place, je fais pas leur politique, mais
objectivement, de leur côté, le TNP leur apporte quoi? Rien. Ils s'en prennent plein la gueule pour rien. Les sanctions, ils les ont déjà. La punition, ils l'ont déjà. Donc, et ils l'auront plus le jour où ils seront nucléaires. Ça, c'est ce qu'ils se sont dit, je pense. Donc, selon vous, est-ce qu'il fallait, très clairement, aller jusqu'à un changement de régime dans ces cas-là? Sauf que personne dans l'histoire n'a obtenu de changement de régime par la voie aérienne. C'est pas arrivé, ça. Non, mais vous avez vu le niveau d'infiltration du Mossad. Les Américains auraient pu donner le feu vert aux Israéliens pour le faire. C'est pas en flinguant le guide suprême qu'on a un changement de régime. Il y a une strate aux affaires qui s'est reconstituée là. Alors il y a eu des trous dans la raquette, il y a eu pas mal de morts, et puis des gars qui se planquent maintenant, etc. etc. Mais ce régime, il tombera pas sous la pression aérienne. Enfin, s'il tombe sous la pression aérienne et que l'Iran devient une démocratie à la Suisse, je serai le premier à reconnaître, 1, que je me suis trompé, et 2, que je suis très heureux de m'être trompé. Certains disent que si Israël continue de déstabiliser le régime en menant des opérations ciblées, pour l'instant il y a un respect du cessez-le-feu, mais jusqu'à quand? Point d'interrogation. Que la rue iranienne pourrait se mobiliser. Vous y croyez à ce scénario-là? Je ne sais pas. Il faut demander ça à des experts de l'Iran, des gens qui y sont allés, des gens qui parlent la langue, des gens qui ont des contacts. Moi, je ne suis pas en mesure de dire ça. Maintenant, je voudrais quand même dire une chose, c'est que j'ai un doute sur le fait, et je serai peut-être démenti par les faits, d'accord? Donc c'est une pure opinion. C'est que je pense que les Israéliens ont fait tout le mal qu'ils pouvaient pendant les 2 semaines. Donc ils ont flingué tous ceux qu'ils avaient dans le collimateur, ils ont exploité tous les renseignements qu'ils avaient. Maintenant se pose la question de cacher les sources, parce qu'au fur et à mesure que vous flinguez les gens, les survivants, moins il y en a et plus ils sont suspects.